Bonjour et bienvenue à vous qui m'écoutez sur Mythicole. Il était une fois, la chaîne de mythologie, de cosmogonie, de mythes, de contes et de légendes du monde. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour suivre au quotidien, notamment en ce moment, Yawar Pampa, Terre de sang, de Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie, auteur de contes et de récits inspirés des traditions de son pays. Alors, Yawar Pampa est une de ces légendes que j'ai découvertes lors de mon 3e voyage dans ce pays. Nous avons laissé notre héros, Alberto Garcia Carrero, sur ces derniers mots. Après un moment d'une lutte tenace, Jean frappa d'un puissant coup de sa faucille sur la tête du nain. La créature lança un cri de colère, laissant le paysan hors de vue. Il traversa les champs d'orge, laissant la destruction dans son village. Nous emmenions Pablito hors de la plantation, et seulement alors nous nous rendions compte que le cari-cari, le nain follet, avait mangé ses jambes jusqu'aux genoux. Nous étions baignés de sang, tandis que le paysan hurlait de douleur. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 16e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous, une terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers, une terre où l'on entre mais d'où l'on ne sort pas. Donde está mi panza? Où est mon ventre? Nous emmenions l'homme au village et le laissions aux soins de Donna Lucia, qui au moins de cette façon cesserait de se sentir seul et triste pour la perte de son fils. Nous avions soigné et pensé Pablito du mieux possible, en tenant compte du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel hospitalier pour faire un choix. À la fin des soins, nous quittions la maison de Donna Lucia et, sur le chemin, l'un des paysans dit que c'était un gaspillage de faire tout cela. « Pourquoi est-ce un gaspillage ?» lui demandai-je. « C'est que le cari-cari, le nain follet, est toxique. Il va mourir de toute manière, lentement et en souffrant. » Je baissai la tête et j'allais me reposer chez moi. Je ne voulais plus penser à ce malheur. Quoi qu'il en soit, le garçon était perdu, sans jambes. Il n'y avait rien à faire pour qu'il survive dans un endroit aussi néfaste. J'étais déterminée à oublier tout cela, à récupérer mes forces, à chasser les mauvaises pensées de ma tête, car le désespoir était le pire ennemi. Avant la tombée de la nuit, je rassemblais certaines choses à la maison et je me couchais tôt. Mais cette nuit, j'étais triste. J'étais amère à cause de la mort du paysan et je ne pouvais pas dormir. Dans l'obscurité, je ressentais quelque chose comme en hauteur dans l'air. Je me mettais immédiatement en garde et je m'armais avec le maillet du moulin à foulon. J'écoutais le ciel, dans l'attente d'une nouvelle apparition, mais rien ne se passait. Je rentrais dans la maison et j'essayais de dormir, mais sans résultat. Le matin, je me levais très fatiguée avec des douleurs au dos, mes yeux brûlaient. Je voulais boire du lait, mais il était amer. Non pas que les aliments de Yawar Pampa soient de mauvaise qualité, car ils étaient éloignés de là, mais du moins, ils étaient comestibles. Le lait en échange était intolérable. Je cherchais du pain d'orge, mais curieusement, il était moisi. Ensuite, je pensais faire cuire quelques pommes de terre déshydratées, et je les cherchais dans le panier où je les conservais, mais à ma surprise, elles étaient pourries. Avec tout cela, j'étais anxieux, et je courais vérifier le pot où j'avais un peu de charquet, de la viande de lama déshydratée. Je la trouvais véreuse dans un état avancé de décomposition. Je sortais de la maison, effrayée. Ce ne pouvait pas être une coïncidence, le fait que toute ma nourriture est pourrie en même temps. Il devait s'agir d'une autre des malédictions de l'endroit. J'allais à la maison voisine demander si quelque chose de semblable était arrivé. Mais avant d'avoir frappé à la porte, Dame Lucia sortait dans la rue en criant « Mikala !» J'avais lu peu de choses sur la Mikala. C'était une sorcière à face de crapaud, aux pattes de condor. Elle était censée être une sorcière andine déformée, dont le passage à travers une certaine région provoquait une insomnie, une pénurie alimentaire et des avortements chez les femmes enceintes. Les effets étaient assez semblables à ceux de la sorcière asiatique Bagayaya, une sorcière d'origine européenne de forte corpulence qui apporte le désastre, et dont le passage entraînait la mort du bétail et l'avortement des femmes enceintes, les tremblements de terre et les effondrements des églises.
En ce qui concerne ces aspects, la Micala était moins nocive. C'est pourquoi je ne devais pas autant m'agiter. Il fallait attendre pour être en mesure de résoudre le problème. Après un bref moment, tous les habitants de Yawarpampa étaient au centre du village avec les mêmes nouvelles. La nourriture sur les tables était pourrie. Je parlais avec l'intention de les rassurer. Je leur disais que nous devions attendre que la Micala parte pour que tout redevienne normal. « Attendons que la sorcière soit fatiguée et quitte la ville », je leur disais. Parmi ceux qui étaient présents, Don Gennaro, méprisant, se mit à rire en se moquant. « Espèce de fou, Kanka, vous pensez que le Micala va partir comme ça? C'est Yawarpampa. La sorcière ne partira pas avant que nous ne mourions tous de faim, ou jusqu'à ce que nous lui fassions un sacrifice humain. » Un sacrifice humain, demandai-je. Je ne voyais pas, je n'entendais pas, je ne comprenais pas. Oui, un sacrifice humain pour satisfaire sa faim. Il doit être offert sur une table noire avec la koa, cette plante de rituel, à la mauvaise heure. Non! Je criai de fureur. Je ne permettrai pas qu'une personne soit sacrifiée. C'est une chose pour ces bêtes de nous abattre. Mais il est tout autre chose de nous tuer comme des animaux. Nous sommes des êtres humains. Nous devons nous soutenir. Nous devons respecter la vie humaine de quelque façon que ce soit. Eh bien, dit Gennaro, alors nous allons tous mourir de faim. Il s'en est allé en marchant vers sa maison, tandis que les autres murmuraient entre eux le regard suspicieux. Allons tous travailler. Avec la nourriture recueillie, nous mangerons au déjeuner et ne récolterons que ce dont nous avons besoin pour le moment. Nous allions dans les champs, je m'approchai de la plantation d'orge et je coupais une poignée d'orge. Dès qu'ils étaient coupés, ils commençaient à pourrir. Je prenais notre poignée d'orge et la mettais aussitôt à la bouche, mais je devais la recracher car elle pourrissait sur place. Encore une fois, j'essayais de mâcher l'orge directement sur la plante, mais aussitôt que je mordais, elle pourrissait. Je courais vers le bétail et j'essayais de boire du lait directement aux mamelles d'un animal, mais celui-ci était amer dès qu'il touchait ma bouche. Dieu merci, l'eau dans le ruisseau était comme à l'accoutumée, avec ce goût perpétuel de sang, mais potable. Au moins nous aurions de l'eau. Mais cela ne ferait que rallonger l'agonie. J'allais aussi dans les champs de haricots et de pommes de terre, mais dès que je mettais la nourriture dans ma bouche, elle pourrissait immédiatement. Cela était désespérant. Je n'en pouvais davantage, et je lançais une pomme de terre pourrie au ciel, et je m'abandonnais au désespoir. Nous ne pouvions rien faire, et comme un prodige destiné à nous rendre encore plus misérables, les mauvaises herbes et les tiques des animaux avaient disparu. Je rentrai à la maison, ne sachant que faire. Le manque de nourriture retardait mes plans de fuite. Je commençai à penser qu'il pouvait être nécessaire de sacrifier quelqu'un, mais je chassai immédiatement cette mauvaise idée de mon esprit. Je m'enfermai dans la maison et j'essayais de ne pas penser à la faim, mais après 2 jours d'enfermement sans rien manger, je commençais à être au désespoir et je fléchissais. La faim m'avait fait manger du pain moisi, mais j'avais été malade et j'avais vomi. J'étais désespérée et je ne savais pas quoi faire, jusqu'à ce que je voie les cochons d'Inde dans la cour et une idée macabre me traversa l'esprit. Si je n'avais pas été aveuglée par la faim, je ne l'aurais pas fait, mais comme je l'étais, je le faisais. Je prenais un animal dans mes mains, le maintenais serré pour qu'il ne fuit pas. Il semblait que le lapin devinait mes horribles pensées. Je lui lançai un dernier regard, je fermai les yeux et le mordai comme un carnivore sauvage alors qu'il hurlait de douleur. Mais comble de malheur, la chair pourrissait une fois qu'elle était détachée du corps de l'animal. Je regardais le corps du pauvre petit rongeur ensanglanté dans mes mains, puis je comprenais mes actions dans toute leur ampleur et je me mettais à pleurer. Cette nuit-là, j'essayais de dormir, mais la faim m'en empêchait. Je me tournais et je me retournais jusqu'à ce qu'un cri me réveille. C'était une lamentation indescriptible qui semblait réclamer quelque chose. Je sortais de la maison comme tous les habitants du village, et je voyais l'horreur marcher dénudée. Un cadavre mutilé venait du cimetière en hurlant « Où est mon ventre? Où est mon ventre ?» Le cadavre marchait avec son ventre ouvert et ses entrailles pendant dans le trou. Il était évident que son estomac avait été arraché. Nous nous retournions pour le voir approcher. Je me renseignai sur l'apparition auprès de Don Gennaro,
que la situation faisait sourire. Je demandai ce qui se passait. N'est-ce pas évident? Quelques affamés sont allés au cimetière et ont pris le ventre du mort le plus récent qu'ils ont trouvé, pour faire certainement une soupe épaisse, une ranguita. Il sourit sournoisement. Est-ce que quelqu'un a mangé le ventre d'un homme mort? Ce n'est pas possible, c'est du cannibalisme. Comment quelqu'un aurait-il pu le faire? Comment le penser? La faim vous oblige à faire des choses terribles, dit-il en me regardant comme s'il savait ce que j'avais fait du cochon d'Inde. Et maintenant que nous pouvons nous faire pour l'arrêter? Rien. Vous trouverez la personne qui a mangé son ventre et l'emmènerez pour prendre sa place. C'est ainsi. On ne pouvait rien faire qu'attendre un mort de plus. Gennaro nous dit que nous devions faire un cercle et attendre que le condamné désigne la personne responsable de sa mutilation sacrilège. Le cadavre se tenait au milieu du cercle. Il s'avança. Alors que nous étions tous tremblants de peur, il regarda un villageois, c'était Kilko, qui recula devant le regard incriminant en suppliant le pardon du condamné. « Désolé, déclara Kilko en criant, j'avais très faim. » Avant qu'il ne terminât sa phrase, il se paralysa. Lorsque le condamné se rapprocha, lentement, il le découvrit de son pancho, déchira sa chemise, toucha son ventre, semblant reconnaître quelque chose à l'intérieur, puis il ouvrit l'abdomen de Kilko avec ses mains, tandis que le paysan criait de douleur et que tout le monde le regardait avec terreur. L'homme mort prit son estomac volé dans le creux de son torse, puis il partit comme il était venu, alors que nous maudissions tous notre sort.